Sabrina, enchantée. Bonjour. Enchantée. Désirez-vous que j'effectue la lecture des consignes en anglais ou en français? En français. Chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. L'affiché est un compte pour les 10, les 5 et les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes deux mains le nombre de secondes restantes. Une équipe n'ayant pas terminé sa présentation après 20 minutes se verra arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez ensuite débuter. Bonjour à vous trois. Mon nom c'est Sabrina Lapierre. Je suis professionnelle senior en fiscalité au cabinet Ernst & Young ici à Dieppe. Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui pour regarder vos présentations. Je suis une ancienne de l'Université de Moncton et j'ai moi aussi passé par les jeux du commerce. Je comprends très bien ce que vous vivez, mais par contre, c'est vraiment une belle expérience. C'est intéressant pour moi d'être de l'autre côté. Je vous souhaite bonne chance pour la présentation. Merci. Mon nom c'est Pauline Beautour, je suis chef d'équipe senior en fiscalité. Bureau d'Ernst & Young, c'est à Dieppe. Ça fait que je vais vous souhaiter bonne chance avec votre présentation. Mon nom c'est Pierre Leblanc, je suis chef d'équipe ici à Boudreau Albert Sabot, une firme locale en fiscalité. Aussi ancien de l'Université de Moncton et un ancien des Jeux du commerce, ça fait que je comprends aussi. Pas une présentation. Merci. Dans la vie, on doit prendre des décisions en tout temps. Que ce soit aussi simple que de choisir comment on s'habille le matin, ou des décisions qui demandent un regard extérieur et des conseils de la part d'autres personnes. C'est pourquoi vous nous avez fait l'appel à nous aujourd'hui, pour qu'on vous aide à prendre des décisions dans différentes sphères de votre vie. Le but de chacune de notre présentation, c'est de réduire les impacts fiscaux dans les différents domaines. Il y a l'impôt personnel, il y a la planification de la retraite, l'avenir de votre famille, que ce soit pour votre conjoint ou vos enfants, et la vente de Aqua, au niveau des actions et des actifs. Voici comment ça va se dérouler aujourd'hui. On va tout d'abord commencer avec la vente d'actifs, suivie de la vente d'actions. On va aussi regarder la situation personnelle. On va faire quelques redressements dans l'entreprise Aqua Inc. On va aussi regarder quelques impacts sur la fiducie et on va terminer avec l'avenir de votre famille. Une légère mise en situation. Votre entreprise est rendue à maturité. Ça fait maintenant 15 ans qu'elle est en exercice. Vous avez beaucoup d'expérience et plusieurs idées de projets en tête, donc vous êtes prêt à passer à autre chose. Donc, on va regarder ici le tournant dans votre vie, ce qui peut se passer. Donc, tout d'abord, vous avez reçu une offre d'achat de la part d'une entreprise de Québec là, pour acheter certains actifs de votre entreprise. C'est sûr que l'achat, là, vous vous demandez l'achat d'actifs ou l'achat d'actions. C'est sûr qu'il y a des avantages et des inconvénients au niveau qualitatif pour les deux options. Mais il faut aussi regarder au niveau quantitatif ce que ça peut donner, parce que ça peut influer sur la décision. Tout d'abord, on va aller avec la vente d'actifs. Le principe, c'est qu'on va procéder comme si on liquidait l'entreprise. Donc, si on vendait toutes les actions, tous les actifs de l'entreprise. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va créer des gains en capital et ça va créer la récupération d'amortissement. Donc, le tableau ici, c'est un peu un résumé là, des calculs que j'ai effectués. Donc, le revenu d'entreprise, le revenu de placement. Au total, ce que vous pourriez récupérer brut là, de la vente, de la liquidation de vos actifs, ça serait pas loin de 5 300 000 environ. À ça, il faut soustraire naturellement l'impôt sur le revenu de l'entreprise, puis l'impôt sur le placement, sur la vente du terrain notamment. Aussi, oui, effectivement, on va régler aussi là, les passifs que vous avez dans votre entreprise, qui est de 1 480 000 que vous avez dans votre bilan que vous nous aviez fourni. C'est sûr que naturellement, vous allez vous verser le CDC, le compte de dividende de capital, là, qui est quand même libre d'impôt et qui va être avantageux pour vous.
Donc, au net, ça vous donne un montant de 3 700 000, un coup qu'on a enlevé tous ces montants-là. Ce principe-là, naturellement, ça implique la mise en place de l'article 84, c'est-à-dire le dividende de liquidation. Donc, au montant que je vous ai déterminé tantôt, 3 700 000, on va soustraire le capital versé de toutes les actions qu'il y avait dans l'entreprise, que vous déteniez, que les fiducies détenaient. Le compte de dividende de capital, naturellement, que vous allez recevoir, on va le déduire de ce montant-là. Donc, un dividende réputé de 3 600 000, qui va devoir malheureusement être imposé. On va passer à la prochaine. Donc, au net, ce que vous allez avoir dans vos mains, c'est 2 300 000. C'est-à-dire que c'est le montant de 3 700 000 dont on a été terminé au départ, et l'impôt sur le dividende réputé à cause de l'article 84 qui s'applique. Donc, 2,3 millions de dollars que vous allez avoir en main. Au niveau qualitatif, on peut regarder certains aspects pour vous aider à pencher la balance. Par exemple, l'avantage qu'il y a de vendre les actifs, ce serait que les actifs qui vont rester, vous allez pouvoir les utiliser pour les projets futurs que vous avez en tête. Toutefois, si ça s'applique. Ça dépend des projets que vous avez envie de faire. Parce qu'il vous reste un terrain, un bâtiment, il vous reste des équipements peut-être. On ne sait pas s'ils vont pouvoir être utilisés, mais sinon, il y a possibilité d'en faire autre chose. Inconvénient, vous ne pourrez pas utiliser l'exonération pour gain en capital. Vous conservez le passé fiscal et légal de l'entreprise, étant donné que vous vendez seulement les actifs et non les actions. Vous conservez aussi les dettes, mais on a vu qu'elles allaient être réglées dans le calcul. Et il y a aussi une perte de valeur de l'entreprise parce qu'étant donné que vous allez vendre l'achalandage, vous allez vous retrouver avec une entreprise qui ne fonctionnera plus, tout dépendamment de ce que vous allez faire de l'équipement restant. Mais bien sûr, là, on a vu un cas où est-ce que tous les actifs étaient liquidés, mais ça, c'est plus dans le cas où vous allez conserver les éléments restants des actifs. Donc, c'est ça. Je vous ai montré le scénario où est-ce que il y a la vente d'actifs, on liquide l'entreprise pour vraiment avoir un comparatif par rapport à la vente des actions. Les actions, tout d'abord, il faut voir si vous êtes admissible à la déduction pour le gain en capital. 3 critères. Il faut avoir une détention de plus de 24 mois des actions, ce qui est votre cas, puisque ça fait maintenant 15 ans que vous avez l'entreprise. Il faut aussi que 50% de la juste valeur marchande de ces actifs, au cours de ce délai de 24 mois-là, soit utilisé pour exploiter l'entreprise. Nous avons fait le calcul et vous respectez le 50% requis par la loi, et même que vous devez 95%. Ce qui fait qu'automatiquement, le troisième critère de 90%, qui est la même chose, sauf que c'est au moment de la disposition des actions. Donc, ça doit être, la GVS des actifs doit être exploité à 90% pour une entreprise active. Donc, comme je disais, c'est respecté. Donc, les critères sont respectés. Vous allez pouvoir utiliser la déduction pour gain en capital. Donc, ce que ça donne, si on veut comparer le montant que je vous ai montré tantôt par rapport à celui-ci, donc le produit de disposition de 2420, c'est-à-dire la juste valeur marchande des actions, de toutes les actions là, que vous possédez. On en soustrait naturellement le prix de base, le prix de base initial. Utilisation de la déduction, on a arrondi à 825 000. Un gain en capital de 1 500 000, presque 600 000. Naturellement, ce gain en capital-là est à moitié imposable. L'autre ira dans... donc, ça fait 119 000. L'autre 119 000 ira dans le compte de dividende de capital. Donc, si on regarde net dans vos mains ce que vous allez avoir, on soustrait du 2 millions, le 119 000. Donc, ça vous fait un 2,3 millions en main si vous vendez les actions de votre entreprise. Comparativement à 2,380, je crois, je pense, tantôt. Donc, voici, c'est ça que ça donne comme différence au niveau monétaire. Mais au niveau du qualitatif, du point de vue de la vente d'actions, c'est différent, étant donné que vous vendez toute l'entreprise, si on veut. Donc, il va vous rester, en fait, rien. Ben, rien, il va vous rester. Il va vous revenir de l'argent, mais il va vous rester aucun actif, aucun équipement. Donc, aussi, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir utiliser la déduction de gain en capital, mais on voit qu'au niveau des chiffres, ça se ressemble quand même, au final.
Un inconvénient, c'est que pour vos nouveaux projets, vous devez repartir à zéro. Donc, si vous vouliez garder le terrain pour l'utiliser, ça ne pourra pas se faire dans cette situation-là. Donc, il faut comprendre qu'une fois que la vente d'action est faite, vous ne possédez plus rien au niveau de l'entreprise d'Aqua. Il y avait plusieurs redressements à effectuer dans l'état financier que vous avez fourni de Aqua. Vous aviez indiqué qu'il y avait environ 87 000 $ de frais de repas pour vous et vos conseillers quand ils allaient sur la route. Au fiscal, dans le fond, j'ai redressé le redressement comptable pour donner un bénéfice fiscal pour pouvoir après ça calculer l'impôt. Donc, on doit rajouter 50 % de ces frais de représentation-là, considérant qu'ils sont juste déductibles à 50 % au niveau fiscal. Donc, on va ajouter au bénéfice avant impôt que vous aviez calculé 43 500 $. Vous avez indiqué que vous allez souvent faire des congrès à l'extérieur autour du monde. Votre conjoint, au dernier congrès, il est allé avec vous et toutes les dépenses ont été faites par l'entreprise. Par contre, votre conjoint ne travaille pas au sein de votre entreprise. Oui, parfois, il va venir faire, on peut dire, du bénévolat pour vous aider, mais ce n'est pas un employé de l'entreprise, donc il ne peut pas bénéficier de se faire payer le congrès. Ça doit être assez frais à lui. Donc, j'ai rajouté le 4 000 $ de congrès que votre conjoint a eu pour vous avoir accompagné au Japon. Ça fait que ça ramène le bénéfice fiscal à 423 500 $. On enlève votre taux d'imposition qui était de 15 %. Ça fait que vous allez devoir payer 63 525 $ d'impôts dans votre compagnie, qui fait que j'ai augmenté l'impôt à payer de 7 125 $. Au niveau de la fiducie, il faut penser qu'il peut y avoir une possibilité si vous vendez les actifs, mais que vous ne liquidez pas l'entreprise. Étant donné que la fiducie possède déjà les actions ordinaires de l'entreprise, vous pourriez transférer les actifs dans la fiducie pour que vous puissiez en faire bénéficier les bénéficiaires, si on veut. Donc, vous pourriez les rouler, utiliser un roulement pour éviter d'avoir des impacts fiscaux et ensuite décider de ce que vous allez faire, mais en partant toujours de la fiducie. C'est une possibilité que vous pourriez également penser lors de la vente d'actifs, si c'est la vente d'actifs que vous choisissez. Vous nous avez demandé de prévoir l'avenir de votre famille de différentes manières. Moi, j'ai pensé à vos enfants. Vos enfants étant en très jeune âge, il faut prévoir leur avenir ainsi que leur carrière. Présentement, ils n'ont aucune idée de ce qu'ils veulent devenir. Est-ce qu'ils vont continuer dans l'entreprise familiale ou ils vont décider d'aller prendre tout un autre chemin et décider de faire leur bout de chemin? Il y a des possibilités qui font en sorte que vous pouvez cotiser dans un fonds d'études, d'épargne d'études, pour pouvoir que lorsque vos enfants iraient à l'université, puissent utiliser ces fonds. Ça s'appelle le REE. On peut cotiser, il n'y a pas de plafond de cotisation personnelle dans ce fonds-là. Par contre, 2500, c'est la cotisation maximale que le gouvernement va aller lui-même cotiser le 20 %, qui est à dire 500 $ par année. Donc moi, j'ai fait le calcul en fonction des années qui restaient avant d'atteindre 18 ans, parce que souvent, c'est à partir de l'âge de 18 ans que les enfants vont commencer à l'utiliser. C'est à peu près l'âge qu'ils vont rentrer soit au cégep ou à l'université, dépendant des années. Fait que ça va faire en sorte que, exemple, Charlotte, qui a 12 ans, il va rester 6 ans, vous pouvez cotiser le 2500 $. Ça va donner 500 $ par année que le gouvernement va mettre aussi dans ce fonds-là, qui va donner 18 000. J'ai fait ainsi pour Tom puis Liliane, 10 ans, donc 8 ans qui reste à cotiser pour Tom. Ça fait un total de 24 000 $. Et pour Liliane, il reste 11 ans, donc 33 000 $. Par contre, comme je disais, il n'y a pas de limite de fonds. Si vous voulez mettre 5 000 $, vous pouvez mettre 5 000 $ dans le fond. Par contre, qu'est-ce qui fait en sorte, c'est que le gouvernement ne va pas rajouter plus d'argent parce que vous avez mis un plus gros montant. Aussi, je voudrais rajouter qu'au niveau des enfants, ils sont aussi bénéficiaires de la fiducie. Donc, ce serait également possible de les aider monétairement dans le futur avec les revenus que la fiducie peut faire. Si, par exemple, si vous avez roulé les éléments d'actifs dans la fiducie, vous pourriez également les vendre et que les bénéfices puissent être retransférés aux bénéficiaires par la suite. Donc, c'est une autre possibilité. Un autre point que vous nous aviez indiqué, c'est que votre conjoint Georges, lui, il cotisait toujours au maximum dans son REER. Il était un professeur à l'Université de Moncton.
nous avons comme pris en considération que monsieur devait avoir quand même un bon fonds de pension que déjà lui-même. Étant donné que vous attribuez seulement des revenus de 20 000 annuellement, on se disait que ce serait peut-être plus avantageux que monsieur cotise à votre maximum que vous pouvez cotiser dans vos REER, puis la différence, continue à cotiser dans son REER à lui. Jusqu'à concurrence de son maximum, qu'on avait calculé à peu près 21 800 $, qui était 18 de 120 000 $. Parce que c'est ça, dans le fond, vous le prenez pour vous, mais madame, elle n'aura pas de revenus nécessairement à la retraite, puis elle désire prendre sa retraite dans exactement 17 ans. Donc, ça serait important de prévoir une partie pour madame pour pouvoir épargner l'impôt à ce moment-là, quand ça va comme splitter, on pourrait dire, le revenu. Il y avait plusieurs autres points. Vous nous avez indiqué qu'il y avait une assurance vie de 15 000 $ qui servait à garantir l'emprunt qui avait financé l'achat de nouveaux équipements et les rénovations de l'usine. Ce 15 000 $-là est correct dans votre entreprise. Il peut être passé à la dépense dans votre entreprise, étant donné que c'est pour garantir un emprunt qui sert à financer d'achat d'équipement. Oui, c'est une assurance vie pour madame, mais ça garantit quelque chose au sein de l'entreprise, donc c'est correct. Là. Pour les dons, vous avez dit que vous avez fait un don de 5 000 $ au Jeux du commerce. C'est pas réellement un don, c'est plus un frais de publicité que vous avez effectué parce que les Jeux du commerce n'étant pas un organisme de bienfaisance, on ne peut pas considérer cela comme un don. Aussi, les frais de représentation puis les frais de voyage. Vous aviez un gros compte de frais de voyage, puis un frais de représentation, puis de congrès. On n'avait pas les détails détaillés de tout ce qui concernait ce fonds-là. Par contre, ça serait vraiment important, dans le fond, les dépenses qui sont associées au voyagement, aux frais de représentation, c'est ce qui est toute dépense raisonnable, ainsi que pour les repas, c'est à 50 %. Donc, ils disent pour un congrès, le déplacement n'est pas nécessairement inclus, exemple l'avion pour aller, mais le congrès en lui-même, lui, est une dépense d'entreprise. L'autre, c'est comme un voyage. L'amortissement comptable, on n'avait pas de détails pour la FNAC pour l'amortissement comptable de vos biens immeubles. On avait le montant, mais on ne pouvait pas savoir, vous l'aviez amorti sur combien d'années, puis depuis quand vous l'amortissiez. Par contre, ce serait important de voir les montants pour pouvoir comparer, pour pouvoir ajuster, puis ça va avoir un impact sur le bénéfice fiscal de l'entreprise pour pouvoir après ça calculer l'imposition. Là, on ne l'a pas rentré parce que j'avais pas les détails au comptable comment vous l'aviez calculé. Ah, puis il y avait une autre chose, ça va être important de prendre votre le CDC. Le CDC, non imposable. Excusez-moi. Parce que il vous est libre d'impôt, il vous est attribuable, donc ça serait une bonne chose que vous l'utilisez avant de tout transférer ou de liquider votre entreprise. Donc, on a vu beaucoup de choses aujourd'hui, ça fait beaucoup d'informations, mais c'est sûr qu'on va pouvoir s'asseoir et regarder ça plus en détail. Ce qu'on a vu, l'impôt personnel, donc la situation personnelle, il peut avoir beaucoup d'impact avec les décisions que vous allez prendre. Il pourrait avoir des impacts au niveau de la vente des actions qui créent un dividende. Si vous vendez les actions privilégiées, tout dépendamment de comment vous allez décider si c'est préférable de transférer dans la fiducie ou si vous voulez liquider toute l'entreprise. Il y a toutes sortes d'impacts qu'il peut y avoir. Les REER, la planification pour la retraite aussi, c'est à voir avec votre conjoint également, puisque vous êtes deux qui vont prendre votre retraite au final, et de voir comment lui, au total, il peut avoir accumulé, et vous aussi, pour pouvoir voir si vous êtes capable de vivre à l'aise avec 10 ans de plus de retraite que la plupart des gens. Aussi, planification, je viens de le dire, l'entreprise qui peut avoir quelques ajustements et la décision que vous devez prendre au niveau de la vente de Aqua, de la vente de Aqua, tout dépendamment si vous choisissez les actifs ou les actions. On a vu des aspects plus monétaires qu'on va pouvoir regarder en détail ensemble et des aspects plus qualitatifs. C'est à vous de décider ce que vous trouvez plus avantageux et de voir quel montant vous voulez recevoir au final. Les montants se ressemblaient, mais c'est de voir qu'est-ce que vous voulez qu'il vous reste à la fin, après. Et aussi si vous voulez conserver des actifs.
Et au niveau de votre famille, c'est beaucoup de planification, c'est beaucoup de paperasse, c'est vrai, mais c'est important de pouvoir prévoir si vos enfants veulent faire des études post-secondaires ou si eux-mêmes veulent peut-être entrer dans, par exemple, avoir des actions de voyons, outils plus, pour pouvoir, ils sont déjà bénéficiaires de FCC, mais peut-être qu'ils veulent se lancer en affaires et peut-être qu'ils ont autant d'idées que vous dans leur tête. Donc, ce serait peut-être une idée de voir qu'est-ce qui peut en être de cet avenir-là. C'est pourquoi, en général, il y a beaucoup de choses à décider, mais je crois qu'avec les informations qu'on vous a données, vous allez être capable de faire des choix justes et éclairés. On est prêt à répondre à vos questions. Lorsque vous avez calculé le gain capital sur la vente des actions, c'était pas clair sur quelle action que vous avez appliqué les produits de disposition. Est-ce qu'il y a un ordre d'appliquer ou est-ce que toutes les actions sont mises dans le même pot pour vendre toutes ensemble? Comment est-ce que vous... J'ai vraiment pris toutes les actions qui étaient de cette entreprise-là. On les a toutes mises pour les calculer à partir de ça. Il y a quelque chose qui a accroché mon attention quand vous avez parlé de la vente d'actifs. Vous m'avez mentionné là, que j'aurais à payer un impôt sur un dividende réputé qui était plus élevé là, que 1,3 million. Puis vous m'avez parlé aussi de l'article 84. Là, je connais rien en fiscalité, là, mais j'aimerais comprendre l'impact. Si c'est effectivement un impôt de 1,3 million qui est à payer, c'est quand même assez un chiffre qui est considérable. Si vous pouviez juste me réexpliquer l'impact de cette vente-là. Peut-être juste l'autre diapositive. Liquidation. C'est ça la Oui, c'est ça. Peut-être plus là aussi. Non, c'est ça. C'est que dans le fond, l'article 84, ce qu'il vient faire, c'est qu'il vient dire que quand il y a une disposition, quand il y a une liquidation d'une entreprise, des actions, des actifs, quand on liquide l'entreprise, il y a automatiquement un dividende qui est réputé prise. Donc, on a calculé justement le dividende tout à l'heure, et il y a un montant qui doit être appliqué sur le montant de dividende qu'on va venir enlever. Donc, effectivement, quand on vend les actifs, à cause de ce principe-là, ça vient faire effectivement un gros montant d'impôt à payer. Là. Qui va être un peu pour moi. Ouais. Est-ce que c'est nécessaire de payer cet impôt-là dessus? Si on, mettons qu'on ne veut pas nécessairement tout liquider, maintenant c'est une impôt qui va être différée. Dans le fond, là, ce qu'on est venu faire, c'est vraiment dire, voici ce que ça ferait. C'est vraiment pour donner un comparatif entre les deux pots, vraiment. Parce que là, on vend les actions, mais il faut vraiment avoir un vrai comparatif de ce que ça vous donnerait, vous, en main. C'est sûr qu'on ne s'entend pas parce que demain matin, vous alliez vendre tous les actifs. Là. Mais si, admettons, on ferait, si ce serait une liquidation live, là ben, c'est ce que ça donnerait. Là. Donc, vous trouvez demain matin un acheteur qui vous vend tous les actifs, vous achète tous les actifs, ben, c'est ça que ça donnerait. OK, comme ça, on n'a pas besoin de payer l'impôt dessus. Non, ce ne serait pas nécessairement c'est juste pour faire la d'impôt. comparaison. C'est Ouais, ça. Vous avez été un petit peu vite ou j'ai peut-être manqué d'attention un petit peu. C'était quoi le montant qui restait net avec la vente d'actions? D'actions? C'est Ouais. 2,3. 2,3. OK, c'est parce qu'on utilisait juste un exemption de bien capital. Dans les chiffres que vous aviez là, est-ce que ça tenait en compte que les actifs que Fishnet ne voulait pas acheter? Est-ce que la valeur des actions ou la valeur que vous avez attribuée là, est-ce que ça comprenait les actifs que Fishnet ne voulait pas acheter aussi? Non, vous avez enlevé cette valeur-là. Oui. Y aurait-tu eu à ce moment-là façon de peut-être prendre plus d'exemptions de gain capital? Là, présentement, là, je ne pourrais pas Vous vous voulez dire répondre. parce que c'est la fiducie qui détient les actions? Oui, comme je pense que c'est toi qui m'as posé la question. OK, c'est pas dans Parce que dans le fond, on a tout mis, fait que chaque personne morale aura droit à prendre sa déduction pour gain capital. OK. C'est ça. Fait que oui, il y aurait possibilité de prendre plus d'exonération. OK, mais OK.
C'est vrai. On l'a tout mis ensemble, on aurait pu le séparer dans le fond en deux. C'est pour ça, je pense qu'on pose la question. Oui, non, ça a une bonne logique. C'est vrai que ça peut changer les chiffres légèrement et rendre cette option-là plus attrayante au niveau monétaire beaucoup plus. C'est vrai. Mais c'est si l'acheteur est prêt à acheter des actions, par exemple. C'est pour ça que... Ça fait que votre conclusion, maintenant, si que je vous pose la question, c'est-tu mieux de vendre mes actions, de vendre mes actifs? Qu'est-ce que vous me Si on devait suggériez? trancher et si l'acheteur est prêt à acheter les actions, on opterait pour les actions. Étant donné que vous avez des actions privilégiées également avec une juste valeur, comme si vous aviez déjà fait un gel successoral, ce serait peut-être également possible de regarder pour les faire acheter avant de faire la liquidation, mais c'est un montant assez important, donc les impacts fiscaux seraient grands. Donc, c'est de voir si l'acheteur est prêt à acheter les actions, mais également de voir si vous ne voulez pas attendre avant de vendre, même si vous êtes déjà en maturité, pour pouvoir justement étaler les impacts fiscaux. Motto.